Timothée, je suis très heureux de te recevoir à la maison. Et moi donc. Ça faisait déjà quelques mois qu'on ne s'était plus rencontrés. Mais disons, on s'était suivi et je t'avais suivi lors de tes tribulations Oui. dont on va parler. Mais je tenais vraiment à commencer cet entretien par un hommage à notre ami Claude Miseur. Mhm. Parce que c'est grâce à Claude qu'on s'est rencontrés Ben oui, lors il y a d'une l'association, après-midi. Voilà. l'association des écrivains. Voilà. Ouais, ouais, Et cet hommage serait que tu nous lises au grand hasard. ouais. Ben oui. Ah, tu n'as pas choisi de page, je prends ce que Non, je non, veux. non, je te laisse un petit peu au D'accord. grand. Ben oui. Ce sont des poèmes. Ok. Ah oui. Peut-être que ça va. Ouais, c'est pas lui. Dernier essaim qui danse à la lisière du jour. Entends-tu ces couleurs s'éloigner dans le rose, regret de l'ombre, où lente se consume la mémoire que je t'avais tressée à la chaleur des mots. En hâte, pâle, se rhabille notre enfance de fable, où l'arbre tissé cher semait d'intimes jardins. Le blanc de l'aube lave nos yeux, fissure, l'écorce, où boire est chuchotement dans l'amphore du fruit. Déjà beaucoup de choses. 3 lignes, c'est déjà beaucoup de choses. Tout à fait. Chez lui, oui, c'est du Il concis. est très dense. Hein. Il est très dense. Ce feu n'écrit que d'un silence. Une étincelle éprise de froid. Oui, c'est très dense, 3 lignes. Cette beauté-là, c'est intéressant. Et il a connu cet ouvrage sur quelques mois. C'est sorti Quelques mois avant son quelques mois, décès. voilà, quelques mois. Il se faisait une grande joie de pouvoir, je dirais, accompagner cet ouvrage lors du marché de la poésie et d'autres rencontres. Et puis, voilà. Le crépitement de la mort est arrivé. Crac, il est parti. L'herbe couche ses éphémères dans l'humide des pierres, décèle patiemment la mémoire du chemin qui s'embourbe, pensant quitter la vallée. Ben, on parle de voyage là, à pied en plus. La mémoire du chemin qui s'embourbe, pensant quitter la vallée. Merci Claude. C'est du frisson cette écriture. Oui. C'est du frisson cette écriture. Timothéo, c'est une des facettes du personnage qui est à côté de moi et nous allons nous limiter à cette facette multiple malgré tout. Tant, je vais dire, comme un diamant, tu brilles d'étincelles. Oui, je pense que par le verbe, l'étincelle jaillit facilement chez toi. Par des billets, par des mots, par la gestuelle surtout. Mais j'ai fait, l'année prochaine, j'aurai fait 40 ans de théâtre de rue. C'est mon métier. C'est d'être, et je reste très attaché à la rue, à porter la beauté, on peut appeler ça la culture, le théâtre, la poésie, peu importe, mais la beauté, à un public qui n'a pas toujours envie de se rendre au théâtre ou d'acheter un livre de poésie. Je vais dans la rue et je le fais. Donc ça a été longtemps du théâtre, du spectacle, du clown. J'ai commencé cracheur de feu, ça vient il y a longtemps, mais c'est toute cette évolution-là. Et puis maintenant, c'est de la poésie dite dans mes derniers spectacles. Et par exemple, dans la création sur laquelle je suis en train de travailler, là, ça s'appelle Sardanapale, ça sortira au mois de mai 2023. Mais c'est de nouveau pour poser un poème dans la rue. Et puis il y a mon travail d'affichage, oui, autocollant, affiches et compagnie pour écrire. Donc un exemple est affiché ici derrière nous. Oui, voilà. Oui, oui. Et la semaine, non, dans 15 jours, je vais installer dans la prison de Pèves, dans cette même idée d'amener la poésie là où un public qui n'est pas habitué à la connaître. Donc j'étais faire des repérages il y a une semaine et je vais pouvoir disposer des couloirs pour afficher des phrases poétiques et des messages un peu d'espoir et de... J'espère que ça va vraiment aider à supporter le temps là-bas parce que non seulement ces gens sont enfermés, ce qui est déjà difficile, mais le Covid rend les choses encore plus difficiles. Ils sont enfermés par section, ils peuvent se voir seulement par 10 ou 15 entre eux. Mais les couloirs ne s'ouvrent plus l'un avec l'autre, les réfectoires, les repas se prennent par petits groupes. Enfin, le Covid rend des situations encore plus difficiles. Donc j'espère, et j'ai tout à fait, c'est mon credo, que la poésie pourra
aider un peu dans des situations difficiles, quoi. Pendant le confinement, j'avais fait ces poèmes diffusés par email pour essayer de donner espoir aux gens. C'est l'objet du prochain livre. J'ai un ami qui a fait un livre qui est là plus bas, un album sur les photos. C'est un Oui, photographe aussi. qui a aussi publié une photo, et puis il a été tout surpris de Une voir que photo des par gens accrochaient, s'évadaient, Oui. et puis le lendemain il a fait, et puis Et partage après. voilà, tout à fait. C'est que c'est Et utile. donc c'est devenu un album parce qu'il a fait ça pendant 160 jours, Wow. et puis boum, à un moment donné, donc on a pu, les frontières se sont réouvertes, donc il a pu vite s'échapper, quoi. Les maisons d'édition ont repris un petit peu l'ensemble des textes. Et tout. Mais donc voilà, c'est un petit peu ce que tu vas suggérer, je vais dire, à ces gens qui sont incarcérés, c'est de pouvoir découvrir et s'évader. Oui, c'est une fenêtre. On m'a déjà dit ça il y a quelques semaines, et c'est juste, la poésie est une fenêtre. Et comme on ouvre un livre, on ouvre une fenêtre, et on peut voir quelque chose, alors que ce soit écrit, dessiné, ou peint, ou photographié. Je trouve ça assez magique de se dire que j'ai une fenêtre portative, j'ouvre la fenêtre, hop. Et alors, c'est surtout aussi Formidable. le graphisme qui attire. Parce que Ça, après, c'est des questions presque tu n'es pas commerciales. conventionnel, là, mais tu n'es pas conventionnel. Oui, je fais la linogravure, donc Voilà. j'utilise ma linogravure pour en donner une matière particulière, une matière d'encre souvent noire, parfois couleur, mais souvent noire, qui donne en effet... et cette matière gravée à laquelle je tiens, parce que c'est une matière un peu rude, un peu rustre, qui rapproche de l'art brut, dont je jalouse un peu la spontanéité. J'aimerais bien être fou. Mais dans l'art brut, il y a ça. Et la linogravure me permet d'être proche de ça, oui. Ça fait longtemps que tu as goûté ou que tu as découvert la linogravure? J'ai fait des études à Saint-Luc en 1985, je crois. Il y a un bout de temps déjà, oui. Oui, ça passe. Hein. Et j'ai fait de la gravure depuis lors, mais beaucoup d'autodidactes. Et puis après, j'ai repris il y a à peu près 10 ans. Sinon, je m'étais arrêté un long moment. Mais il y a 10 ans, j'ai repris mon matériel. Allez, on refait. Voilà, il y a 10 ans, je refais de la gravure pour en faire ces affiches et ces autocollants. Et ces livres, il y a beaucoup de livres qui sont illustrés de ça aussi, quelques-uns. Apocalypse avait été illustré de gravure aussi. Et d'autres, Ennemi, bruit, fruit, la couverture étant linogravure aussi, voilà, c'est ma gouge. Voilà. Oui, oui, oui. C'est une gouge, c'est donc le principe de linogravure, c'est qu'on utilise du linoléum, ça ressemble un peu au comme on faisait étant gosse, hein. Oui, alors il y a beaucoup d'ateliers qui se font, donc ceux qui comprennent vite. Donc c'est un support de toile sur lequel il y a une couche d'espèce de caoutchouc, de résine naturelle à base de, je crois que c'est à base d'huile de lin. Et pour pouvoir, voilà, et pour pouvoir imprimer quelque chose, il faudra enlever tout ce qui sera blanc. Donc on fait le dessin dessus, puis on enlève tout ce qui sera blanc. On passe de l'encre, et donc l'encre ne va que sur les reliefs, ce qui permet après de poser la feuille, de pousser de l'autre côté de la feuille, et d'obtenir le dessin imprimé. Et on peut faire ça avec des outils professionnels comme des presses et tout le bazar. Mais j'imprime chez moi avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, un rouleau à pâtisserie. C'est aussi simple, une petite cuillère. Donc j'aime bien ce côté aussi rustique. Rustique et simple au niveau technique, oui, voilà. En voyage, il m'arrive d'imprimer en voyage. Là. Ah d'accord, tu as ton petit matériel, tu as ton rondin. Une cuillère, alors une cuillère suffit pour imprimer. Tout à fait, voilà. Tiens, on vient de parler de voyage. Quand naît l'idée de ce pèlerinage? Ou bien... Oui, alors... Comment peut-on l'appeler? Pèlerinage? Je suis un peu voyageur de naissance. Hein. Il y a quelque chose qui est inscrit là de nomade. Et donc, je crois que c'est quand ma fille s'est installée en... Enfin, j'avais depuis longtemps envie de faire un grand voyage à pied. Tout le monde a fait Saint-Jacques, ça m'intéresserait de faire Saint-Jacques, mais ça me semble un peu autoroute. Et quand ma fille s'est installée en Corrèze, à côté de Brive-la-Gaillarde, avec ses enfants, donc mes petits-enfants, je me suis dit, je vais les retrouver. Je leur ai rendu visite une fois ou deux en voiture, mais en une journée, on va jusqu'à là. Et puis, une semaine après, on prend une journée pour revenir. Mais je me dis, comment palper la distance qui est vraiment entre nous? J'avais envie de la faire une fois à pied. Donc c'était venu un an avant de prendre la route, quoi. À peu près l'année dernière, j'avais cette idée de faire ce trajet à pied. Et puis voilà, ça a démarré. Mais la démarche va plus loin que ça. Je me suis rendu compte que je me suis laissé entraîner moi-même dans cet idéal, dans ce moment-là. Donc le 2 août, quand j'ai démarré de Belgique, j'habitais à Roissège à ce moment-là, près de Vanu, j'ai laissé derrière moi mon appartement. J'ai payé mon dernier loyer du mois de juillet, j'ai rempli mon sac, et je suis parti. Je n'avais plus d'appartement, et je suis devenu ultra léger,
avec mon sac qui contient un jeu de vêtements. J'ai pas pris de tente, j'ai pas pris de quoi cuisiner. Tout en me disant je me débrouillerai bien, et puis je dormirai à la Belle Étoile. C'était l'été, donc j'ai souvent dormi à la Belle Étoile. De temps en temps, chez des gens que je connais, ou un endroit, un abri, tout ça, et rarement, mais ça arrive aussi, des hôtels. Il faut parfois de temps en temps prendre une douche et se donner le confort qu'on peut se donner. Et voilà, tout le mois d'août, je suis descendu, j'ai été jusque le 9 octobre. Le 9 octobre, je suis arrivé 800 km plus loin, avec plein d'aventures à raconter, évidemment, mais entre autres ce projet littéraire, puisqu'on en a pour parler de poésie, d'avoir écrit tous les jours, sur un mur, ou un panneau, ou un parc-mètre, ou un conteneur à verre, peu importe, mais un objet public, un couplet d'un poème. Et j'ai pris des photos, ce qui fait qu'actuellement, il y a un poème de 800 km de long, entre Namur et Brive-la-Gaillarde. Alors, je ne sais pas si on trouvera les traces pendant longtemps, parce que peut-être que les gens ont effacé, mais il y a plein d'histoires de lieux où j'ai écrit ce poème-là, qui est un poème, le thème sur lequel j'ai écrit, c'est une histoire qui m'a touché quelques mois avant. Comment il s'appelle? Emmanuel Faber. On en parlait un peu à la radio de ce bonhomme, c'était un directeur de chez Danone. Mais Danone, c'est une sacrée internationale, hein, une société transnationale, machin, financière. On peut compter parmi les succursales de Danone, maintenant il y a 2 sources d'eau qui leur appartiennent. Il y a les yaourts et les fromages, bien entendu, mais il y a aussi des desserts, il y a aussi des shampoings, des riz, des tas de choses. C'est une très grosse boîte internationale. Il est devenu directeur de ça. Et quand on l'a nommé, il a dit, ben, moi je me sens prêt pour ce qu'on appelle la transition, le grand écroulement, les machins, les trucs. Il voudrait bien, il a commencé par mettre tous les salaires hommes-femmes à la même hauteur. Puis il a favorisé le bio. Et puis il a ouvert une usine au Bangladesh qui utilise des produits locaux, pas une usine pour Européens, mais vraiment qui utilise des produits locaux. Et puis il a décidé de favoriser les emballages en papier, d'être écologique. Enfin, toute une démarche qui amène vers la possibilité de passer cette transition. C'est un grand sujet politique et je ne suis pas spécialement capitaliste, sûrement pas, mais même pas, je n'y connais rien en finance et compagnie. Mais je me dis, tiens, il y a un type qui est intéressant, ou qui se dit, je ne suis pas là pour faire du pognon, j'essaye de faire avec les nouvelles conditions. Eh bien, il était foutu dehors quelques mois après, parce qu'il ne rapportait pas assez. Pas parce qu'il ne rapportait pas. Mais les actionnaires, qui sont des gens qui voient uniquement leurs bénéfices, ont comparé Danone avec Unilever ou avec Nestlé. Unilever et Nestlé rapportaient 25%, je dis un peu des chiffres par hasard, mais c'est comme ça. Et Danone ne rapportait que 15%. Donc il faut foutre ce type dehors. C'est la loi du fric qui a gagné. C'est terrible, je trouve. Moi, ça m'a quand même bousculé en me disant, il y a un type qui pense à faire l'égalité salaire homme-femme, à favoriser le bio, à faire, enfin, à changer un peu la face du capitalisme, on l'a foutu dehors. Donc ça m'a touché un peu et je me dis, en fait, la première réflexion c'était, quelle est la personne qui a le plus de pouvoir? Est-ce que c'est le directeur de chez Danone? Ou est-ce que c'est un poète qui a 5 kilos de vêtements sur le dos et qui écrit sur les murs? Qui est vraiment libre? Qui a vraiment du pouvoir et qui ne dépend de personne et qui peut vraiment changer le monde? Et tu as voilà. Et la réponse se trouve dans ce que j'ai écrit. Je me suis senti en tout cas très léger et prêt à affronter un avenir qui n'est pas toujours rose, mais je me dis peut-être que là se trouve une clé, plutôt que enfin, je sais pas, changer le monde du côté capitaliste, c'est énorme. Et ils n'y arriveront peut-être pas, parce qu'il y a des engrenages. Voilà. Donc alors, tu arrives quelque part, l'inconnu arrive quelque part, sac à dos, bottines de marche, la barre de 5 ans, d'accord? Oui. Et ils voient, tu t'arrêtes devant le mur et tu affiches. Oui. Ils sont interpellés. Il y a une belle histoire pour ça. Dans un coin, j'étais déjà en Corée, c'est dans les 15 derniers jours, là, il y a une publicité pour Super U, les grands magasins français. Et je me dis, ça, ce serait bien de pouvoir écrire mon poème du jour en bas du panneau, là. Il y a un morceau bleu, là, qui est assez libre. Mais je dois rentrer dans la propriété de quelqu'un. Et puis, debout, avec la main en l'air, je pourrais écrire, je suis sûr, mais je dois rentrer chez quelqu'un quand même, ça m'intrigue un peu. J'ose pas, je ne sais pas la réaction des gens. Bon. Je décide, je pose mon sac sur le trottoir, je rentre dans le jardin et j'y vais, je commence à écrire. Il y a une voiture qui rentre, la propriétaire des lieux. Elle rentre, elle se gare, elle sort de sa voiture, qu'est-ce que vous faites chez moi? Mince. Le plus simple, c'est d'expliquer et d'être franc.
Je dis voilà, j'écris un poème depuis 800 km et ici, je voudrais bien écrire sur le panneau de Super U, si ça ne vous dérange pas, mais je n'en veux pas, à vos biens, tout ça. Elle dit, je vais aller chercher mon mari. Oh mince. Il est tagueur, ça l'intéressera peut-être. Il n'est pas là. Il est tagueur, le bonhomme. Et il est sorti, il a dit, waouh, formidable, on a parlé de ce que c'est l'art dans la rue, on a parlé de ça. Oh, c'est quelle surprise. Ah oui. Donc, oui, des fois j'étais un peu mal, des fois j'étais un peu surpris, mais en fait, non. J'ai jamais eu de problème véritable. Et j'ai des photos des 65 endroits où j'ai écrit, n'ai jamais eu de véritable problème. J'essaie de jouer avec les cabines électriques, de ne pas faire trop sur le privé, mais de faire plus sur les bâtiments publics ou les choses visibles, les arrêts de bus, l'autre côté des panneaux d'indication, comme ça, jamais sur la face des panneaux de sécurité routière, il ne faut pas non plus déconner. Et il y en a un aussi, un panneau magnifique qui était sur le bord, alors qu'il y avait des travaux, mais tous les ouvriers étaient plus loin. Il était marqué en grand, il y a un grand espace blanc, et en dessous, merci pour votre attention. À destination des automobilistes. Voilà. J'ai mis mon poème là, évidemment. Merci pour votre attention. Il y en a un autre qui s'appelle Information communale. Et rien n'est écrit. Ben, je vais mettre mon poème comme information communale, ça me semble tout aussi lisible. Voilà, je me suis amusé un peu avec toutes sortes de choses, toutes sortes d'endroits. Tu as rencontré d'autres amis poètes que tu ne connaissais pas encore. Je dis amis parce que il y a une vous êtes grande une grande rencontre qui confrérie, compte. hein. Oui, il y a une grande rencontre qui compte dans cette marche, c'est Raoul Vaneigem, qui est écrivain, essayiste, libertaire. C'était prévu de le rencontrer. Et c'était pas tout à fait prévu. J'avais eu un échange de mails quelques mois avant, parce qu'il a sorti aussi un bouquin chez Le Cactus Inébranlable. Son livre s'appelle Retour à la base, et il m'a beaucoup plu. Donc on a eu un échange de mails qui date de avril, je crois, ou mars ou avril, à peu près à la sortie de mon livre. Et bon, on a une certaine estime l'un pour l'autre, pour ce qu'on écrit. Mais je me suis rendu compte que son adresse était sur ma route, où pouvait la faire, si je faisais un détour de 50 km maximum, donc 3 jours de marche. Donc je lui ai refait un mail 15 jours avant d'arriver dans sa région, en disant « Est-ce que ça vaut la peine que je fasse le détour, cher monsieur Vaneigem ?» Respect, monsieur Vaneigem, je ne veux pas vous déranger, tout ça. Et il m'a répondu « Tu viens quand tu veux, Timothéo. » Ça m'a fait très plaisir. J'ai fait le détour, et puis je me retrouve devant cette maison, moi, dans un village, en Bourgogne. Je sonne à la porte en me disant « Je vais rencontrer monsieur Vaneigem, professeur, essayiste, écrivain, tout ça. » Mais quand j'ai ouvert la porte, je suis tombé sur un monsieur en peignoir, 87 ans, en peignoir et pantoufles, qui ouvre ses bras en disant « Timothéo, enfin !» C'est formidable comme rencontre. Formidable. On est devenus amis en 15 secondes. Ça c'est beau. Hein, ça. Mais oui, vraiment, c'est des rencontres formidables. Et donc j'ai encore plus d'admiration, parce que c'est de la réalité ce qu'il dit, sur le fait de se respecter l'un l'autre, que l'humain passe avant le monde d'aujourd'hui. Donc je trouve très intéressant d'avoir rencontré cet homme-là, c'est très nourrissant. Le clou dans la semelle, c'était quoi? Ben, je veux dire, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Un clou dans la semelle, non, j'en ai pas eu. J'ai même, figure-toi que j'ai même rencontré quelqu'un dont je suis follement amoureux et avec qui je vais vivre quelques années. Ah mais raconte. Incroyable. Donc à hauteur de Nevers, Oui. j'ai rencontré cette dame-là, cette femme-là qui est formidable, et qui, dans la conversation, on se rend compte qu'elle marche beaucoup aussi, qu'elle adore dormir dehors, qu'elle est proche de l'univers et qu'elle fait des spectacles de rue ou de plein air, en allant d'un village à l'autre, en jouant ces spectacles. Ben, j'ai juste répondu, ben, moi aussi. Donc la conversation suivante, c'était, vous êtes célibataire? Et vous? Parce qu'on ne sait plus immédiatement. Et donc, voilà, cette madame formidable qui s'appelle Armelle, on va partager un bon moment de vie, à mon avis, j'espère le plus long possible, vraiment. C'est extraordinaire comme histoire. C'est incroyable. Et donc, je reviens à mon départ, qui est, je laisse derrière mon appartement, en laissant une page blanche. C'est tout ce qui est arrivé, c'est formidable, ma nouvelle vie commence. J'étais même plus loin, je dis ma nouvelle vie commence, j'ai fini, comme on fait comme certains pèlerins de Saint-Jacques font, j'ai fini devant un grand feu quand je suis arrivé en Corrèze. Quelques jours après, on a fait un grand feu, et j'ai jeté un à un les vêtements que je portais sur moi, pour me rhabiller après et dire voilà, nouvelle personne. Je suis un homme neuf. Ma nouvelle vie commence. Ce voyage a vraiment changé les choses. Tu disais Compostelle, autoroute. J'ai l'impression, il y a beaucoup de monde, et surtout en saison. Moi, j'ai suivi un morceau de Saint-Jacques de Compostelle fin du mois de septembre, parce que c'était sur mon chemin.
Et qu'à cette époque-là, dormir dehors n'est plus un bon plan. Fin septembre, début octobre, il vaut mieux trouver des abris. Et il existe toute une série de relais de Saint-Jacques, assez confortables. C'est des petits dortoirs, pour 10-12 euros, on peut dormir, trouver une petite cuisine, c'est très intéressant. Donc j'ai rencontré certains pèlerins, et suivant les pèlerins, ils sont très différents l'un de l'autre, bien entendu. Il y en a qui sont là pour la performance, en disant ce matin je vais faire 30 km, c'est pas mon truc, moi je fais 15 km par jour en rencontrant des gens. Ou d'autres qui ont, bien entendu, l'idée aussi de la foi chrétienne, que je respecte entièrement, mais c'est pas mon truc. Et Saint-Jacques est devenu, je dis une autoroute, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le suit en saison, c'est terrible, en saison c'est 30 personnes par jour qui sont toutes dans chaque relais, et plus tu approches, plus il y a des gens qui se retrouvent. Donc moi j'avais envie de solitude. Je vais attiser ta curiosité parce qu'il y a quelques jours était assis à ta place Paul-Éric Mondron. On ne connaît pas. Paul-Éric Mondron, les éditions Lévy Cata, et qui vient de sortir. Ah ben voilà, ça c'est un nom de Via Francigena, c'est le chemin de Rome, pas le chemin de Saint-Jacques. Voilà. Ah oui. Ah, tiens, que je n'ai pas encore lu, je viens de le recevoir, mais je me dis, tiens, comme tu as fait ce chemin, voilà peut-être une autre routière. Ah, voilà une autre destination possible, cher ami. Tout à fait. Ah voilà. Ça va jusqu'à Rome, et lui, en tout cas, d'après son chemin, c'est d'après Lausanne. Depuis Lausanne, il faut traverser toutes les Alpes, ça doit être merveilleux. Oh, ça doit être beau, ça. Très bonne idée. En passant par Aigle, par Saint-Maurice. Oh, ça donne envie. Bon, prochain voyage peut-être. En tout cas, l'expérience de faire un grand voyage à pied me plaît beaucoup. J'ai pensé aussi au chemin des douaniers, qui est celui qui fait le tour de la Bretagne, qui est le long de la mer tout le temps. Ou bien faire le tour de la Méditerranée, ou bien faire des tas de choses. Et oui, ça laisse rêveur. Hein. Éditeur XLois, qui n'habite pas loin d'ici. Alors, on revient à la poésie. Après ce voyage, y a-t-il une nouvelle émulsion? Oh, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus, mais alors je partage entre des vieux projets qu'il faut mettre en forme, ou bien des nouvelles choses. Les nouvelles choses, c'est le tout début du travail, c'est d'écrire dans mon carnet. J'ai un carnet en permanence sur moi, j'y prends des notes, j'écris mon journal, et de temps en temps, un poème ou un aphorisme qui pourra servir plus tard. Ça, c'est la base sur laquelle je travaille un petit peu tous les jours. Mais surtout, mettre en forme des vieux projets. Et là, il y en a il y a 2 livres qui vont sortir d'abord, qui sortent dans les début décembre, là, 2021. Il y en a un chez Maelström, dans la collection des Booklegs, voilà. Bruxelles se compte. Et c'est une série de... Bruxelles se compte, c'est une série qui doit avoir Bruxelles comme centre. Et Dixon Kidd va en sortir un aussi. Ah voilà. Et là-dedans, j'en ai sorti un sur mes affichages, soit sauvage, soit légal, à Bruxelles. Donc une série de photos intéressantes et la traduction, enfin pas la traduction, la retranscription du texte est parfois illisible sur la photo, et quelques anecdotes, et puis surtout quelques indications de méthode si vous voulez vous y mettre aussi, parce que de nouveau cette idée de partager. La poésie est pour tout le monde, voilà, partager. Des disciples, tu as des disciples Inconnus, mais il y en a, bien sûr. Alors il y a des connus, oui, il y a des gens qui se donnent des autocollants et puis s'occupent de les coller dans le quartier. Ah oui. Ça, il y en a. Mais j'ai vu des autocollants qui ressemblent beaucoup aux miens et qui ne sont pas de moi. Donc je me dis, tiens, il y a quelqu'un ou quelques-uns qui font la même chose. C'est pas mal. Très original. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. J'ai absolument pas de sentiment de possession ou de... Non, allez-y, faites-le, c'est très bien. Que la poésie soit partout, ça me plaît beaucoup. C'est parce que c'est vrai qu'on a toujours des projets qui sont là, je vais dire, dans la mémoire, au fin Mais là, ça peut se trouver dans la personnalité. Voilà. Ce que eux écrivent, c'est pas la même chose que moi j'écris. Donc, on fait le même boulot, mais si la personnalité est assez forte, on aura des choses différentes, c'est normal. Et le deuxième bouquin qui va sortir là, sur lequel j'ai travaillé là maintenant pour les bons à corriger, tous ces machins-là, ça s'appelle « Il faut que tu me comptes parmi nous ». Et c'est une série de 50 poèmes linogravés qui ont été diffusés lors du premier confinement, il y a 1 an et demi là. À ce moment-là, j'habitais sur un bateau, sur une péniche, et se retrouver chacun enfermé chez soi, si on se souvient un peu quand même, ça a été très alarmiste. On disait qu'un tiers de la population mondiale allait mourir,
les trains circulaient complètement vides, les voitures ne pouvaient plus circuler, vous vous rappelez de tout ça, c'était vraiment mort. Et je me suis demandé quel était le rôle du poète là-dedans, qu'est-ce qu'un poète pouvait apporter pour supporter les gens. Et première idée, faire comme d'habitude, aller afficher. Je me suis dit, mais non, mes affiches, si les gens ne peuvent pas sortir, ils ne vont pas les voir. Donc pour la première fois, je me suis intéressé aux transmissions par Internet. Je ne suis pas vraiment un grand fan des machines et de l'électronique. Mais là, je me suis dit, c'est une manière d'entrer dans le salon des gens. Donc chaque jour, j'envoyais un poème avec une petite déco linogravée qui représentait une fenêtre, comme une fenêtre pour respirer. Et il y a toute une histoire qui se passe sur 50 petites fenêtres. Et voilà, le territoire de la mémoire a récolté les 50 fenêtres et ils ont fait un livre. Très chouette. Et tout fait penser à cette époque du confinement, justement, c'est quand on devait rester chacun chez soi. Ici, il y a eu un buzz incroyable avec une voiture de police. Ils avaient mis une chanson de Claude François, Reste à la maison. Ah. C'est vrai. Ils n'ont fait qu'un jour. Ça, c'est bien. C'est au moins une manière douce de faire passer les choses. Et puis, deuxième projet qui est mise en forme d'un vieux projet, c'est Sardanapale, un spectacle pour la rue. Comment dis-tu? Sardanapale. Comment tu écris ça? Sardanapale, c'est le nom d'un roi de Mésopotamie, 600 ans avant Jésus-Christ. S-A-R-D-A-N-A-P-A-L-E. Sardanapale. Ou son autre nom, c'était Assurbanipal. C'est le même. C'est deux prononciations différentes, apparemment. D'accord. Du mot mésopotamien. Tu sais me le dire à l'envers? Non, pas encore. D'accord. Je travaille. Et quel est ce projet? Raconte. Et ça, le projet, une fois de plus, de mettre de la poésie dans la rue, donc un long texte que j'ai écrit, qui, on le dit simplement, dure 25 minutes, mais on voudrait en faire un spectacle de 30 minutes en ajoutant de la musique. Donc il y a une violoncelliste, un accordéoniste, et moi, on sera tous les trois sur scène, mais il y a aussi un metteur en scène avec qui on travaille et un compositeur. Le metteur en scène, c'est Aurélien Denis, qui est aussi poète et qui est aussi metteur en scène, qui a beaucoup de talent. Et donc on a rassemblé les morceaux là, la semaine dernière pour lancer l'affaire qui sera prête en mai 2023. On a bien le temps devant nous, mais on a du boulot devant nous aussi. Comment est-ce qu'on va réussir à poser de la poésie sur un trottoir? Ça va pas être facile parce que c'est de la poésie, donc il n'y a pas vraiment d'histoire, pas de narration au départ en tout cas. Et puis c'est de la musique contemporaine, donc là aussi il y a une accroche à trouver avec le public. On va le faire. C'est pas mon premier projet de ce genre-là. Et en mettant de l'humour, en mettant un peu de recul sur soi, en mettant de la forme parfois plus facile, on peut accrocher les gens et réussir à leur faire écouter de la poésie. Ça, je suis très fier quand ça marche. Et c'est pas le premier spectacle que je fais. Mais je suis très fier d'y arriver. Quand je me dis, tiens, on a fait passer la pilule de la poésie et de la musique contemporaine dans la rue. Bon, mystère, nouveau projet, nouveau mystère. On verra. Tes relations avec tes éditeurs? Oui, j'ai plein d'éditeurs. Oui. Mais ça va très bien avec mes éditeurs en général. Ça va très bien. Parce que c'est ça un petit peu, tu as beaucoup d'éditeurs, tu en as plusieurs. Suivant les projets un peu. Suivant les projets. Comme j'ai écrit du théâtre, de la poésie, des carnets de voyage, à chaque fois je présentais à un éditeur ou l'autre une rencontre. Et à chaque fois ça se passe très très bien, ça se déroule très bien. Ce sont des gens de bonne volonté, moi aussi je me crois de bonne volonté. Un peu exigeant sur la fin quand il y a les bons à tirer. J'aime bien que ce soit propre, que ce soit beau, j'ai un œil graphique, j'ai quelques exigences là-dessus, mais je crois que c'est bien. Et j'aime beaucoup quand les éditeurs sont exigeants aussi. Et ils sont exigeants avec moi. Je vais travailler au Cormier avec Thierry Orguelin, qui m'a fait de belles corrections. Je suis très content de ce qu'il a fait, parce qu'il a un recul. L'éditeur a du recul sur mon travail, ça c'est bien. Oui. Il ne faut pas refuser en disant non, c'est mon... J'ai aucune prétention par rapport à ça. Si un éditeur me propose des choses en disant je crois qu'on ne comprend pas bien ceci, vraiment, j'aime beaucoup écouter ça et après avoir la liberté de prendre ou de ne pas prendre, parce que c'est ma liberté d'auteur aussi, mais j'aime beaucoup écouter les avis et je prends vraiment 90% de ce qu'on me dit, parce que bien souvent ils ont raison. Quels sont tes plaisirs, je vais dire, lors de rencontres telles que le marché de la poésie ou d'autres manifestations de ce genre-là? Dire de la poésie, ça vraiment, c'est mon vieux métier de comédien, donc si je pense. C'est ça qui remonte toujours, voilà, c'est ce qui prime. Ouais. Découvrir de nouveaux auteurs, ou même de nouveaux textes, pas spécialement de nouveaux auteurs, mais de nouveaux textes, d'être debout devant un stand et d'être touché par un bouquin, c'est terrible, je trouve que c'est une émotion magnifique ça. Et ça m'arrive souvent, heureusement. J'ai pas
en tête de nouvelles découvertes récentes, mais quand ça m'arrive, il m'est déjà arrivé de pleurer dans une librairie, avec un Aragon il y a quelques années. J'étais en Suisse, dans la rayon poésie, et je prends les artistes d'Aragon. Je suis debout à lire, il faut que je m'asseye, je pleure. Ah oui, ça m'arrive ça. Et ça, je trouve ça magnifique. Que dirais-tu à un jeune qui prend la plume et qui commence? Vas-y, de toute façon. De toute façon. Et le temps dira des choses aussi, je me dis, parce qu'il y a énormément de gens qui écrivent, et c'est très bien. Et c'est très bien. Mais écrire n'est pas la même chose que dire tout haut, et n'est pas la même chose qu'éditer non plus. Donc, c'est des étapes différentes. Et je ne sais pas, suivant les personnes, ce qu'ils attendent, ce qu'ils voudraient bien faire. Le rêve, c'est être édité chez Gallimard, mais ça, tout le monde n'y arrive pas, c'est clair. Il faut pas avoir de prétention là-dessus. Mais tout le monde peut dire, tout le monde peut écrire. Vraiment, 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 c'est très important. Je trouve que le principe, le mouvement du slam est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, il y a du bon et du mauvais, du agréable et du désagréable, mais au moins le slam ouvre à tout le monde. Dominique Masseau a fait un boulot incroyable en proposant le slam en Belgique, en ouvrant des ateliers slam partout. Ça veut bien dire que tout le monde peut faire de la poésie. Les seules règles du slam, c'est pas de la musique accompagnante, un texte de ta plume et 3 minutes maximum. Allez-y, racontez votre grand-père si vous voulez, faites de la poésie, faites une chanson. Comme CJ faisait un peu. Oui, bien sûr, oui, CJ, tout à fait, oui, bien sûr. Non, il y a énormément de gens, et maintenant, il y a plein de gens. Marie Dara qui fait un très beau boulot aussi, Lisette Lombé, qui fait un boulot magnifique aussi. Hein. Et c'est dans le domaine du slam, quoi, c'est de chacun peut... Ah oui, la poésie appartient à chacun, ça c'est très important à dire. Je fais une des... Ah ben voilà, cette affiche-là le dit. Et en général, cette affiche-là, tu es poète, signeur d'alarme, étrange mélange d'ange et d'armes, je l'affiche dans la rue avec en plus des papiers blancs, qui font que les gens peuvent écrire la poésie. Ça marche en moitié, mais je le dis vraiment, et avec les papiers blancs pour le faire. Après, les gens n'ont pas toujours envie de sortir, parce que la poésie, il y a aussi quelque chose de très, très intime. Pas toujours envie de dire je t'aime, Minette, pour toujours. C'est quand même de la poésie qui m'appartient à moi à l'intérieur, je n'ai pas toujours envie de le dire. Je veux revenir à ton voyage en question. Est-ce que tu as rencontré, je veux dire, l'inattendu, c'est-à-dire, voilà, tu arrives quelque part, tu lis connaissance avec peut-être un graffeur ou quoi, et qui te dit ce soir, je rassemble des amis, on fait quelque chose. Oh, il y a eu des belles choses qui sont passées. Peut-être pas dans le domaine de la poésie, mais c'est des moments poétiques formidables, je pense à une chose. En général, ce que je faisais, c'était marcher toute la journée, et vers 4h, 5h à peu près, le soleil n'est pas encore couché, là, on est en septembre, je me mets à chercher un endroit pour dormir. Et donc, dans le village où j'arrive, là, je regarde s'il n'y a pas un être vivant, quelqu'un qui peut m'aider, me renseigner quoi. Je vois une dame qui taille sa haie, je vais la trouver, et puis je lui demande s'il y a un endroit où vous ne savez pas où je pourrais poser mon sac. Elle me dit, mais derrière la mairie, si vous voulez, il y a une petite pièce, un atelier là, et c'est toujours ouvert. Ah bah je vais le trouver, ah bah oui en effet, je peux poser là mon sac et je dormirai là, c'est bien. Merci madame. Du coup je m'installe, puis je passe mon temps à lire, et puis je mange ma boîte de sardines avec un peu de morceau de pain, tout ça, je suis bien, c'est super. Et vers 8h du soir, je vois qu'elle sort de chez elle avec ses enfants. Et je me dis, bon, ils vont faire une promenade. Quoi. Il n'y a personne dans ce village. Ah non, ils se dirigent vers moi. Et c'est de plus en plus précis. Il se dirige vraiment vers moi en me regardant. Et il porte une assiette avec des frites, des saucisses et du pain. C'est magnifique, hein, ça. Et le soleil se couche à cette heure-là et tu fais merci beaucoup. Merci beaucoup, asseyez-vous et on va discuter un peu. Donc on a partagé un peu avec les enfants. C'est quoi votre vie, c'est quoi les vacances sont bientôt finies. Waouh, c'est des beaux moments, quoi. On a confiance dans la race humaine en voyant ça. Tout à fait. Alors les gens me disent, t'as jamais été agressé? Non, j'ai reçu une assiette de frites, c'est pas se faire agresser. Ça c'est vrai, tout à fait. Alors là, il y a eu aussi, on ne va pas dire l'extrême inverse, mais des endroits où j'étais moins bien accueilli. Je me rappelle d'un village plus dans le nord, je ne sais pas quelle région c'était. Il a plu la journée, en Ardennes, du côté de l'Ardenne. Au Champagne-Ardenne. Il a plu toute la journée, donc je suis assez mouillé quand même. C'est un peu marre de marcher. Et je m'arrête dans ce village-là. Mais je vois, dès que j'arrive dans le village, que toutes les fenêtres sont fermées, tous les volets sont fermés. Je suis un peu étonné quand même, est-ce que c'est un village? Est-ce que les gens sont partis en vacances? Non, les gens sont fermés.
Les voitures sont là, mais tous les volets sont fermés. Et j'arrive, je vois plus loin une dame qui est devant sa maison, assise sur une chaise. Je m'approche, elle me voit approcher, elle se lève, elle ferme la porte, clap. Je ne suis pas accueilli du tout. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave du tout. J'ai cherché un endroit pour dormir, et j'ai trouvé un abribus, où j'ai pu mettre mes vêtements à sécher, installer mon sac par terre, et j'ai dormi là, mais réellement, je le dis, heureux. Heureux d'être dans un abribus, et de manger mon pain, mon fromage, en regardant le paysage par la fenêtre de l'abribus, et en me disant, voilà, c'est ma maison ce soir. J'ai voyagé avec une petite théière rouge, et j'ai toujours pensé, pendant tout le long du voyage, c'est où chez moi? Parce que j'ai laissé mon appartement. Et je répondais, ben, chez moi, c'est chez ma théière. Et aujourd'hui, c'était là, l'abribus. J'avais ma théière, j'avais mon pain, mon fromage, et je regardais le paysage, la pluie qui tombait sur le paysage, mes vêtements sèches. Ce soir, je vais dormir ici. Personne ne m'a vu, je crois. Et le lendemain, je suis rhabillé, j'ai rangé mon sac, et j'ai repris la route, et c'était bien. Donc on n'est pas toujours bien accueilli, mais il faut le prendre comme ça. C'est le destin le destin est magnifique, je trouve. Tout ce qui s'est passé, a été que des cadeaux. Quand on était jeune, on rêvait, on parlait des troubadours qui allaient Oui. de château en château, qui Oui. étaient accueillis, et qui pouvaient, je veux dire, animer un petit peu les soirées, les longues soirées d'hiver. C'est une partie de mon métier. C'est une partie de ton métier, ça. Oui. Maintenant, en Belgique, il y a de plus en plus d'organisations là-dessus, des festivals de théâtre de rue, des soirées théâtre de rue. Mais j'aime encore bien le fait d'improviser et de... Non, c'est là que je vais jouer, là, ce Tu soir. connais Hugues Drey? Tu m'en as déjà parlé, je crois. Qui joue la guitare, voilà, à Chasse-Pierre, oui, tout à fait. À Chasse-Pierre. Je l'ai croisé à Chasse-Pierre plusieurs fois, oui. Avec ses longs cheveux, un peu chauve avec ses longs cheveux. Un peu frimoude comme ça. Tout à fait. Oui, d'accord. Je vois bien qui c'est. Et il m'est arrivé aussi, ça c'était bien chouette, avec un maraîcher là, sur un marché, de lui acheter quelque chose, puis de le remercier en disant un poème. Voilà, troubadour, t'es là. Voilà. Je veux dire un poème. Et c'est le regard, je veux dire, pétillant, qui remercie aussi. Ah oui. Ça fait plaisir à la personne un petit peu quand il y a cet échange. Quoi. Tout à fait. Tu as encore de longues histoires, évidemment. Oui. À vivre aussi, j'ai encore de longues histoires à vivre, j'espère. Oui. J'ai encore 30 ou 40 ans devant moi pour vivre. Habiter, j'aime bien. J'ai un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Habiter poétiquement le monde. Je ne sais plus le nom de l'auteur, parce que c'est plutôt un auteur qui a rassemblé des textes. C'est pas lui qui a écrit, mais il a rassemblé beaucoup de textes. Depuis Hölderlin jusqu'à... Il y a certains auteurs grecs même de l'Antiquité, mais c'est l'esprit de Diogène, quoi. C'est comment habiter poétiquement le monde, comment être simple face à l'univers et prendre cet univers en nos mains, quoi. Waouh. C'est ça qui m'a beaucoup appris. Il y a un village en particulier où tu aimerais retourner? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Il y en a eu des très beaux dans la région du lac de Vassivière. Tarnac est pas loin de là. Tarnac, où il y a eu des anarchistes, là, il y a une dizaine d'années, enfin des anarchistes, oui, ça. Il y a des anarchistes. C'est ça qui t'attire peut-être, c'est cette ambiance? C'est en tout cas ce côté nouveau monde. D'accord. On peut appeler ça anarchiste, hippie ou nouveau monde, peu importe, mais des gens qui ont... Un autre regard. Oui, un autre regard, qui n'accepte pas le monde tel qu'aujourd'hui, avec Unilever et Danone. Pouf. Il est temps de sortir de là, la télévision, les écrans, tout ça. Ça nous bouffe, et ça veut encore nous essayer de nous bouffer plus. Le nombre de publicités qu'on doit subir est hallucinant. Que ce soit par mail, par Facebook, tout le temps, tu auras la publicité, quoi qu'il arrive. Laissez-moi, bordel, laissez-moi tranquille, je vais écouter les arbres. Je vais regarder le fleuve. Tu es musicien? Fais pas de pub. Le fleuve, pas de pub. Tu es musicien de j'ai pas de formation musicale, mais pendant plusieurs moments dans ma vie, je me suis intéressé un peu à la guitare, un peu à la flûte, un peu au saxophone soprano, un peu à la clarinette, un peu ukulélé pendant 2 ans. Et puis tout ça passe. Parfois c'est plutôt souvent avec la nécessité d'un spectacle. Tiens, dans tel spectacle, je jouerais bien un morceau de ceci ou de ça. D'accord. J'apprends la clarinette, comment la tenir pour jouer 2-3 morceaux, puis j'arrête. Et tu oses poser la voix, quoi? Oui, oh ben oui. Dans le chant? Oui. Faut oser. Avec trémolo. Je trouve que, ouais, chanter, danser, c'est des choses importantes. Hein. Des choses importantes. Face au monde qui nous entoure. Timothée, je te
Je finis avec un texte, je lisais. Tu peux, si tu as envie, il n'y a pas de souci. Au kilomètre 443. Le poète est passé par ici, dit le passant. Écoutez ce que je dis, soupire le poète. En tout cas, c'est très joli, dit le passant. Écoutez ce que je dis, répète le poète. Oh, le trajet est trop petit, dit le passant. Mais écoutez ce que je dis, soupire le poète. C'est du français très bien écrit, dit le passant. Écoutez ce que je dis, crie le poète. Et vous êtes à l'académie, demande le passant. Protégez-vous d'ici, termine le poète. C'est le kilomètre 443. Tu vois, je peux te passer des photos comme celle-là. Faut oser, hein. Ouais, tu vois. Oui. Il y en a 65. La richesse est créée, elle n'est pas volée à personne. Oui, la richesse est créée, elle n'est volée à personne, mon gars. Retiens bien ça, personne. Les esclaves ne sont pas des hommes. Les prostituées ne sont pas des femmes. Les enfants chinois ne sont jamais nés, et les autres sont loin d'ici. Alors je te le dis. La richesse est créée, elle n'est volée à personne. Nous ne sommes que peu de chair, dit le cigare à la fourmi questionnaire. Ah mais non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça que je voulais, au secours, attends. J'ai pas encore tout compris, moi. Galerie, on y retourne. Favoris. Voilà. Tu vois, merci de votre compréhension, il est bien. Voilà. Avec un poème dessus. Ralentir est notre première puissance. Respirer, notre nouvelle naissance. Chanter, danser et rire, l'âge de l'adolescence. Imaginer enfin, ultime résistance. Là où le futur décapité retrouvera son chapeau. Désobéissez, ça je l'écris un peu partout. Tohu et Bohu sont monstres babyloniens. L'un était terrestre et l'autre marin. L'un fumait la pipe et l'autre l'argent. L'un mâchait la chic, l'autre les écrans. On dit leur règne pour demain. Ça, je vais... Tu veux garder celui-là? Oui, ça, tu me l'enverras, ça. Toilette publique. Oui, devant la toilette. Alors. Le poète est parti, demande le passant. Il n'est pas arrivé. Et il habite où, demande le passant. Je n'habite plus, dit le poète. Dans habiter, il y a habitude. Voilà, quand je suis parti, c'était ça. Ces textes sont imaginés sur place ou bien ils sont préparés? Il y a beaucoup de travail parce que c'est un jour d'inspiration. D'accord. Je les écris dans mes carnets. Et puis bien souvent, il me faut une semaine avant de le mettre sur le mur. Donc pendant une semaine, je le relis, je change un mot là. Je change un mot, je fais. Donc c'est pas le jour même devant l'objet que j'écris un truc, j'improvise pas. Mais c'est écrit pendant le voyage en tout cas. D'accord. Oui. C'est la technique ça. Oui, oui. Et ça s'affine beaucoup. Oui, vraiment une semaine de travail dessus pour changer un mot, un verset, deux. Puis lequel viendra aujourd'hui aussi. Le support a parfois de l'importance? Oui, ça peut. Oui. Ça peut. Ben, celui sur le panneau Super U, il fallait quand même mettre un truc contre le commerce. Voilà, oui, d'accord. Par exemple. Oui. Ou bien à l'inverse, j'ai un texte sur tel ou tel thème, ce serait bien de pouvoir le donner sur tel ou tel... sur un genre d'objet, un genre de support, quoi. Et là, tu as vu, il y a des bottes de paille, il y a des barrières de travaux, il y a des tôles ondulées, il y a un cimetière, il y a le tarmac de la route, il y a une pompe à essence abandonnée, des poubelles, des tas de choses différentes. Là, je voyais les vaches, j'aimais bien l'image des vaches. Tout à pied? Ah oui. Pas un bus? Non. Tout a été fait à pied. Pour rentrer en ville, rentrer dans la ville de Reims, j'avoue que j'ai pris le bus parce que j'étais un peu épuisé d'avoir marché les jours précédents. Là, il y a un feu rouge, un signal d'écluse, là. Et j'avoue que... Ah oui, tu me parlais d'un truc. À Lurcy-Lévis, il y a eu un beau moment. Tout à pied, oui. Ici, celui-là. Celui-là, c'est la Street Art City. Je vais passer la photo aussi, si tu veux. C'est sur une grille d'aération. Et en fait, c'était... Là, c'est vraiment le hasard. Dans ma route, je vois un office du tourisme où ils annoncent qu'il y a dans le quartier Street Art City. Des gens qui ont racheté des privés, qui ont racheté un ancien hôtel, en plein dans la campagne. Hôtel un peu 1970, là, en béton, un peu carré, tout ça.
Et ils en ont fait un musée, un centre pour le street art. Mhm. Entrée payante, visite, tout ça, je vais visiter le lieu, je trouve ça formidable. Ils ont vraiment utilisé toutes les surfaces de l'hôtel pour en faire des grandes œuvres d'art avec des artistes invités, pas des grandes stars. Je rencontre le bonhomme, le propriétaire, qui dit non, non, c'est pas des grandes stars, ce sont des gens qui envoient des projets. On prend les projets l'un l'autre, on passe une résidence une semaine, enfin c'est toute une discussion sur promotion des arts de la rue, du street art. Alors je lui parle de mon projet, je lui dis mais c'est formidable ça, moi j'écris tous les jours un poème. Ah bon, qu'il dit, on va lui trouver une place alors. Et du coup on a regardé un peu ensemble, et la grille d'aération là, je me dis c'est parfait, c'est des lignes, comme un cahier, et je peux écrire dessus. Donc j'écris dessus, dans la conversation des galaxies, la constellation de la petite cuillère, congrégation de la Voie lactée et consternation des astronomes, semble reprendre son souffle et dessine un nouveau monde. Elle regarde et dit mais t'as pas écrit ça par hasard, c'est ici le nouveau monde. Et les étoiles, on y croit. Donc. Le gars a dit c'est vraiment le poème qu'il fallait à cet endroit-là. Donc j'étais très flatté et voilà, maintenant il y a des choses qui circulent entre ces gens-là et moi. Oui, mais ça c'est beau. Ouais. Je dois dire, ça c'est magique, c'est le côté magique un petit peu de l'expérience. Absolument. Et du pèlerinage. Oui, tout à fait. Oui, plein de moments un peu. Voilà. Des poubelles, des caravanes, des tables de pique-nique. J'ai beaucoup dormi sur les tables de pique-nique. Les tables de pique-nique, c'est très confortable. Et c'est à 1 mètre du sol. T'es pas dans l'humidité du sol, t'es à 1 mètre du sol. C'est très confortable. C'est très monacal. Grand comme un lit. Monacal, oui. C'est un peu dur. Mais bon, ah voilà le panneau Super U. Tu vois, il y a le panneau Super U. Avec le poème en bas. Enfin voilà, ça c'est une expérience. Conteneur à verre. Et je suis arrivé à la fin, c'est avec mes 2 petits-enfants. Ah oui, je me souviens, si tu avais publié ça, oui. Voilà, c'est la dernière. La dernière arrivée. Ah voilà, ils sont tous les deux sur cette photo-là. En tout cas, c'est une très belle expérience que tu es prêt à recommencer. Oui. En duo. Ah oui, oui. Oh ben oui, pourquoi pas. En duo maintenant. En duo maintenant. Avec quelqu'un qui fait de la danse dans la rue, là. C'est magnifique, hein. Oui, on est fait pour s'entendre et on va faire des choses ensemble. Parce qu'elle danse aussi avec les yeux dans les yeux avec les gens, quoi. Pouf. Ça me touche, moi. Quand je parlais de l'histoire chez les maraîchers, là, où j'ai dit un poème à un maraîcher, elle a fait une danse pour les mêmes maraîchers. Elle a dit, c'est trop bien ce que vous faites. Alors elle s'est reculée un peu, elle s'est mise pieds nus en dessous d'un arbre, elle a regardé les maraîchers dans les yeux, elle a fait une danse pour eux. J'ai jamais vu ça, moi. Ça m'a fait pleurer, c'est tellement beau. Oui, oui, ça c'est la spontanéité. Oui. Et une toute autre place de l'art que dans les théâtres où tu dois payer une place, ou dans les galeries où tu dois payer. Non, non, c'est pour vous. Cadeau. Oui. Un petit morceau d'art pour vous, de beauté. On est là pour ça. C'est comme les billets que tu as distribués, tout compte fait. Oui, oui, on est là pour ça, on est là pour, dans la mesure du possible, rendre le monde plus beau, quoi. Non, c'est pas fini. Mais quand même en dehors des cercles. Ah, il faut. C'est-à-dire que les cercles ont l'avantage de se retrouver entre soi et de leur donner de l'énergie. Les festivals de poésie, comme je participais chaque année au festival ici, Place Jourdan, c'est des moments où on se retrouve entre poètes, ça nous redonne de l'énergie en disant « Oh, je suis pas tout seul ». Je suis pas tout seul à me réveiller la nuit en disant « Non, c'est avec 2 S, non, c'est avec un tréma, je sais plus comment ». Il y a des gens, voilà, on est aussi tous ces poètes-là de se retrouver ensemble et de se dire « Mais qu'est-ce qu'on dit au monde ?» Ça renourrit. C'est l'émulsion. Voilà, et puis on repart. On repart, il faut se tourner vers quelqu'un d'autre, pas seulement vers les poètes. Il faut se tourner vers le tout public. Mais c'est unique, hein, le festival de la poésie, c'est pas chose. Oui, hein. C'est un beau moment. Hein. C'est un beau moment. Et ils sont en train de s'ouvrir à l'extérieur de plus en plus. Je crois qu'il y a quelques années, c'était fort dans l'espace Sangor pour jouer. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la rue, dans le jardin qui est derrière. Sur la place Jourdan, il y a le Speaker's Corner, il ne faut pas manquer ça. Ça se passe au mois de mai et au mois d'octobre. Cette année, ça a eu lieu 2 fois. Une partie... Je ne sais pas très bien pourquoi ils ont séparé en 2. Je crois que c'est aussi le virus qui a fait. Qu'ils ont séparé en 2 pour des raisons de contenance du public, tout ça. Il faut dire que David a une énergie extraordinaire. Oui, parce qu'il est éditeur, organisateur du festival, il fait plein de choses, ce type. David Giannoni, on peut le remercier pour tout ce qu'il fait. Ça, oui. En poésie, elle est grâce. C'est sa maison d'édition à Armay. C'est ça. Il faut un petit peu qu'il dirige aussi. Ah oui, il dirige aussi, hein. Oui, tout à fait. Il fait beaucoup de choses. Quelqu'un d'important dans le milieu de la poésie en Belgique. Tout à fait. Tout à fait.
Je souhaite beaucoup de succès avec les nouveaux ouvrages qui sortiront prochainement. Merci beaucoup. J'espère que ton regard aiguisé sera le même que le regard que ton éditeur aura porté sur l'ouvrage pour qu'il soit tip-top. Et je veux dire de très belles rencontres encore pour l'année prochaine et les années futures. Merci beaucoup pour l'invitation, Willy. C'était un plaisir de te revoir, d'autant plus que, bon, comme je l'ai dit tantôt, t'avoir suivi presque journellement lors de ce beau périple où je vais aller puiser quelques photos pour faire l'introduction de notre clip ici, de notre rencontre ici. Je te souhaite encore une belle après-midi. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt sur les routes, Sur ici les ou routes. ailleurs. Voilà, tout à fait. Ouais. Content de t'avoir. Moi aussi.